Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Salut Francis, ça mousse? Marco, ça mousse? Ouais, ça mousse, ça va. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, regarde, là, faut que je m'arrache, là. J'ai un quart pour du boulot, là. Ah bon, bien. Qu'est-ce que tu prends? Je sais pas qu'est-ce que t'as pris là. Oh, j'ai pris une serpillière, là. C'est quoi ça? Tu sais, pastis, tequila, Malibu. Moi, je vais prendre un paillasson, moi. Un paillasson, c'est ça. C'est Malibu, tequila, pastis. Ah, nos inconnus. Ah, les inconnus. C'était bon. Et ici aussi, autour de la table, ils aiment bien les paillassons et les serpillères. Hein. Ah oui, ils adorent. Ils adorent ces petits mélanges-là. Ça dépend des moments, mais quand même. Hein. Les vraies voix sur Sud Radio sont évidemment au comptoir. Véronique Langlais, Benjamin Hamar, notre ami Jean Dorido et notre serveuse, Marine Van Turneau. Pourquoi serveuse? Mais ça jouait très bien avec pas du le tout petit sexiste. habillement. Attention au cliché sexiste, exactement. Mais moi, je l'adore. Attention, Moi, bordel, attention. j'adore l'idée qu'elle soit avec son petit tablier, là. Quel vicelard, vous savez. Hein, Ouais, ouais, non, et on doit le supporter tous les jours. Voilà. Ben, écoutez, CGT chez Sud Radio, là? il y a pire, hein, il y a pire. Il y a pire que moi, j'en suis sûr. Notre débat, alors que des centaines de cafés de village ont disparu ces dernières années, vous le savez, eh bien, le groupe SOS, a lancé un vaste projet, 1000 cafés à destination des petites communes dépourvues de bistrots. Question, peut-on réinstaller des petits cafés dans nos villages de France? On vous attend pour en parler. Vous avez peut-être un projet, d'ailleurs. Vous venez peut-être de vous installer, on ne sait pas. Vous nous écoutez, vous nous appelez 0826 300 300 et puis les réseaux sociaux Marine. Oui, vous pouvez voter sur notre compte Twitter et sur la page Facebook de Sud Radio. Vous êtes déjà 76% à penser que oui, eh bien, on peut réouvrir des cafés dans nos villages de France. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Michel Santos, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, président de l'UMI en Aveyron. C'est l'union, évidemment, des métiers de l'hôtellerie, voilà, en Aveyron. Et puis Olivier Le Ménaez, gérant du bistrot No Stress. Cool Raoul, quoi, si je puis dire. Ça, c'est super. No Stress. Ça se trouve à Villeserre, en Seine-et-Marne. Bonsoir, Olivier. C'est pas loin. Bonsoir. Comment ça va, Olivier? Très très bien. Bon, écoutez, allons-y. Le penalty, le rallye, le café des sports, le marronnier, le bistrot des amis, le balto, Le café du commerce. le café du commerce. Tiens, les uns les autres autour de la table, est-ce que vous continuez à faire vivre vos petits bistrots près de chez vous, Benjamin? Alors moi je suis un inconditionnel du troquet. Mais Ouais, vraiment. c'est vrai? Ah vraiment, je suis. Vous avez parlé de mon bouquin. Pour l'essentiel, Ouais. je l'ai écrit dans les troquets parisiens. Les combats J'adore. du clair-obscur, je le rappelle. Et je l'ai pareil en province, c'est-à-dire que moi quand je suis dans les territoires, j'adore quand il y a un café du village. C'est un moment, c'est un moment de sociabilité. C'est super convivial. C'est extrêmement important. Moi j'y suis très très attaché. Bon, Ouais, c'est moi bien. aussi. Quand il n'est pas en grève, petit café serré au comptoir. Sinon, vite, direction, évidemment, la manif. Il n'a pas le temps. Bon, c'est normal, c'est normal. 600 000 bistrots en France, c'était en 1960. 600 000 Et bistrots. maintenant? Il n'en restait plus que 34 000 C'est incroyable. en 2016. 26 000 communes françaises n'ont plus du tout de bistrots, selon l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Tiens, Véronique, ça vous inspire quoi d'ailleurs quand je dis ça, quand je pour donne moi, ces chiffres? c'est dramatique, c'est une vraie hémorragie. Et pour moi, le bistrot, c'est le lien social. Ouais. C'est l'endroit où on aime à se retrouver, qu'on soit citadin ou rural. C'est indispensable d'en avoir un dans chaque localité. Alors c'est un peu exagéré parce qu'il y a des toutes petites localités, mais je pense que quand il n'y a plus de bistrot, il n'y a plus de vie. C'est la fin. Voilà. C'est la fin du village. Donc pour moi, c'est pas peut-on, c'est on doit. On Ouais. doit. Jean? Je rejoins complètement Véronique et Benjamin pour le coup. C'est vraiment c'est quand même la base On est dans le d'avoir un consensus. troquet quand même sur la place du village. Et vous dites 26 000 communes qui n'ont plus de bistrot. Il y a 35 000 communes en France. Ça veut dire que grosso modo, il y a moins de 10 000 communes qui ont la chance d'avoir un bistrot pour se retrouver les uns les autres, prendre un petit café, C'est faire vrai. un flipper. C'est très important le flipper. Ça existe pouvoir toujours faire- les flippers? Mais ça existe toujours Ah et bon. j'ai même l'ambition Ils de en ont faire un ressorti. guide, Ah ouais. de faire un guide des troquets Ah oui. qui Comme les possèdent baby-foot. encore un flipper et un baby-foot parce que on a tous connu ça quand on était gamin. Bah On oui. sort de Un l'école franc. Alors, et voilà, on joue au flipper. C'est super sympa. Heureusement, je le disais, il y a des Français qui osent investir et c'est le cas d'Olivier Le Ménaez qui est avec nous, gérant du bistrot No Stress. Ça fait 2 ans et demi, je crois, que vous êtes installé. Tiens, juste une question d'actu pour commencer. La grève de notre ami Benjamin Hamar et de ses amis contre la réforme des retraites, ça a un impact sur votre activité ou pas? Alors ça a toujours un impact parce qu'effectivement il y a moins de pouvoir d'achat. Ouais. Néanmoins, nous on est vraiment dans une petite commune de 700 habitants Ah. au sud de Fontainebleau, donc C'est local.
c'est très local, c'est des gens qui vivent là, qui sont à la retraite également pour la journée ou qui font des travaux, clientèle d'artisans ou d'ouvriers pour le midi. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer, Olivier? L'envie de recréer un vrai réseau social humain. Ouais. Aujourd'hui, le bistrot en tant que métier ne fait pas vivre, il fait survivre, c'est tout. Mais ça, c'est vraiment un choix personnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous travaillez comment, en couple avec votre épouse, par exemple? Comment ça s'organise tout ça? C'est ça, on ouvre de 7h le matin à 20h, 21h le soir. Et on travaille tous les deux 13 heures par jour. 13 heures par jour, Et combien de jours par semaine? Du mardi au samedi, ces horaires-là, plus le dimanche matin de 8h à 14h. Ouais. Ça veut dire qu'on peut être patron dans ce pays et vivre très chichement. C'est quand même important de le rappeler par rapport à toutes les étiquettes qu'on colle sur les uns et sur les autres. On peut être à son compte, d'être libéral ou petit patron et vivre très très chichement et gagner beaucoup moins bien sa vie que certains salariés dans des entreprises publiques. Le salaire que vous arrivez à vous dégager, c'est combien, vous, Olivier? 1 000 euros. 1 000 euros par mois avec votre épouse? C'est ça. Pour 13 heures par jour, ouais, pour 13 heures par jour, à travailler 6 jours sur 7. Ouais. C'est ça. Comment on fait pour s'en sortir? Parce que j'imagine que un petit pastis ou bien le petit café noir sur le bar, ça suffit pas pour s'en sortir. Il n'a pas le temps d'aller dépenser son argent. Est-ce que ça fait un peu épicerie? Est-ce que ça fait un peu comment ça se présente votre affaire là? C'est ça fait un petit peu épicerie, ça fait un peu rôtissoir pour vendre des poulets emportés le week-end. Ça fait restaurant tous les midis, ça fait Française des Jeux, il y a quelques cigarettes sous le bar. Enfin, voilà, c'est la multiplicité des services rendus aux concitoyens qui fait qu'on arrive à en vivre ou en survivre. Benjamin Amar, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je veux dire quelque chose, parce que bon, là aussi, M. Dorido était en train d'essayer de semer de la petite confusion. Non, il n'y a pas de confusion, c'est très clair. Non, je veux dire, à la 1 000 CGT, euros par mois pour 13 heures par jour, sur 6 jours. Il faut dire qu'il y a beaucoup de mecs de la CGT. Attends, on va me dire que je vous coupe la parole. Benjamin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mecs de la CGT. Quand je dis la CGT, c'est un syndicat, il y en a d'autres, peu importe. Qui vont faire un petit tiercé, boire un petit coup, etc. Qui sont clients. Mais il y aura plein de CGTistes qui reprendraient mot pour mot ce que je vous ai dit sur les troquets. Non, moi je voulais dire une chose simple. On est les premiers, nous, à dire au gouvernement, écoutez, cessez peut-être de traiter le patronat comme, de donner ainsi la préférence systématiquement aux grands et aux moyens patrons. Le problème, c'est que la CGPME et toutes les officines des petits employeurs suivent la route du MEDEF en permanence et ne sont incapables de se démarquer. Moi je vous le dis, c'est pas grave. Convenablement du MEDEF. Donc le gouvernement, il sert systématiquement les intérêts du grand patronat. Nous, on sait justement dire au gouvernement, écoutez, sur la question des cotisations, on peut éventuellement envisager qu'on ne traite pas pareil le CAC 40 et le petit employeur. Maintenant, il faut quand même se dire les choses, Christophe Bordet. Si on pose cette question aujourd'hui, quelque part de la désertification des territoires et des campagnes, j'allais y venir. C'est pourquoi? C'est parce que moi je suis prof d'histoire géo aussi, à mes heures perdues quand même. Et la mondialisation, ça fait pas beaucoup d'heures tout ça. J'en fais toujours. Regardez la preuve, je vais vous faire un petit cours rapide. Il est dans tous les bons coups. La mondialisation, professeur, c'est un très beau métier que le métier d'enseignant. J'en suis très fier. Et j'enseigne toujours. Qui est précaire, voyez, je suis pas un grand patron bien loti. Il se sent pas bien. Et dès que je dis 2 syllabes, il se sent obligé de réagir. Ça veut dire visiblement il est gratouillé quelque part. C'est bien. Donc la mondialisation. Je ne peux pas vous laisser dire des mensonges. Est-ce qu'on peut écouter Amar? Voilà, merci bien. Soyez démocrate. Religieusement. Merci bien. Donc, la mondialisation, ça passe par la métropolisation. La métropolisation, c'est les territoires d'excellence. Et donc, ça veut dire que forcément, vous avez la mondialisation, elle fonctionne par archipel. Et donc, ce qu'il y a entre les îlots de l'archipel, ça devient un désert, tout simplement. Voilà pourquoi vous avez des villes petites et moyennes, sans parler des villages. Des villes petites et moyennes qui sont dans une crise terrible, ça, c'est une conséquence directe de, quelque part, la territorialisation de la mondialisation qui fait qu'on est dans un fonctionnement par archipel. Alors moi, je salue toutes les initiatives qui tentent de réimpulser du dynamisme, mais je vous le dis franchement, j'ai le sentiment qu'on est en train d'essayer de vider l'océan avec une petite cuillère. Parce que la tendance de fond de la mondialisation passe par la métropolisation et donc par la désertification des territoires. Eh bien, on va demander à Michel Santos de l'UMI Aveyron ce qu'il pense de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire effectivement de cette difficulté
de remettre de la vie à travers des troquets, des petits cafés restaurants dans un certain nombre de communes en France. Le problème, c'est que si on remet des cafés, des troquets, mais que il n'y a plus d'écoles, qu'il n'y a plus d'usines, qu'il n'y a plus d'industrie et donc il n'y a plus d'activité économique autour, ça ne va pas aller très loin. Michel Santos. Oui, c'est vrai. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Aveyron, on avait énormément de petits bistrots. Il y a aujourd'hui, il s'en est fermé 60% environ dans les petites communes. Mais on a encore quelques villages qui ont réussi. Qui résistent. Qui résistent et avec des nouveaux qui arrivent, qui ont envie d'apporter des nouveautés, se diversifier. Et surtout apporter, grâce aux réseaux sociaux, développer une autre activité, quoi. Donc, nous, on a plein de petits exemples. Bon, après, ce sont des professionnels de la restauration. C'est des gens qui ont suivi une formation, donc ils connaissent le métier et ils savent s'adapter aux contraintes de la clientèle, quoi. Donc, mais est-ce qu'on peut remettre des cafés partout ? Tous ces cafés qui ont disparu, je le disais, 600 000 bistrots en France en 1960. Déjà, mais... Partout, on ne les remettra pas partout pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a beaucoup de bistrots qui sont vieillissants et pour les remettre aux normes, c'est très très compliqué avec l'accessibilité. En plus, c'est très très compliqué. Oui. Et après, aller faire travailler, parce que le bistrot, s'il commence à travailler un tout petit peu, on a besoin d'employés, de salariés pour travailler chez nous. Et aller faire travailler quelqu'un en milieu rural, dans un petit village où il n'y a rien autour, c'est très compliqué. D'ailleurs, c'est une grosse difficulté qu'on a dans notre département aujourd'hui. Elle est plus là presque que celle des bistrots et des petits restaurants. C'est de trouver des gens pour venir nous aider à travailler dans nos établissements. Oui, ça aussi, c'est un problème qui vient. Oui, en vigne, c'est pareil aujourd'hui. C'est de plus en plus difficile de trouver du personnel en plus. Mais là, on se retrouve dans des zones où il faut avoir une voiture, où il faut se déplacer. Enfin, il y a beaucoup de choses qui compliquent évidemment la situation. On va poursuivre le débat dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Je suis un peu ronchon, moi. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Ah, ça, pour être ronchon, ils sont ronchons aujourd'hui. Hein. Ça, je peux vous dire. Ils sont remontés comme des vieilles pendules. Noël leur a fait du bien. Hein. Ils l'ont senti passer, le Père Noël, dans la cheminée, j'ai l'impression. Alors que des centaines de cafés de village ont disparu ces dernières années, le groupe SOS a lancé un vaste projet et on va en parler dans un instant. 1000 cafés à destination des petites communes dépourvues de bistrots. Question: peut-on réinstaller des cafés dans nos villages en France ? 0826 300 300, venez nous dire ce que vous en pensez. Il y avait peut-être un café chez vous autrefois, mais il n'y en a plus. Et ça vous met en boule, en colère, venez le dire. Voilà, 0826 300 300. Et puis les réseaux sociaux, Marine. Oui, vous pouvez voter sur Twitter et Facebook. Et vous êtes déjà beaucoup à nous dire que oui, vous voulez revoir des cafés ouverts dans vos villages de France. Moi, je vais peut-être aller ouvrir un petit café quelque part, je sais pas où. Chiche. Non, mais ça serait sympa. Allez. Vous viendrez ? Ah, avec plaisir. Ah impeccable. Oui. Allez, je vous invite tous. Les inconnus. C'était absolument incroyable ce sketch, franchement. Alors que des centaines de cafés de village ont disparu ces dernières années, le groupe SOS a lancé un vaste projet appelé 1000 cafés à destination des petites communes dépourvues de bistrots. Des annonces seront faites le 6 janvier prochain, donc l'ouverture probable de nouveaux cafés dans les communes de France. Peut-on réinstaller, c'est la question, des cafés dans nos villes en France et nos villages? On vous attend. 0826 300 300, on va vous entendre dans un instant d'ailleurs. Et puis les réseaux sociaux, Marine. Oui, vous votez sur Facebook et Twitter. Et sur Facebook, vous êtes très convaincus, 88% de oui. On peut remettre des cafés dans nos villages de France. Et il y a quand même débat dans les commentaires. Ah oui? Oui. Des gens se disent, oui, ils sont quand même un petit peu vieux, vieilles infrastructures, ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Et d'autres proposent effectivement la forme associative, une possible solution. C'est une des solutions du groupe SOS justement. Michel Santos, président de l'UMI en Aveyron, est toujours avec nous au téléphone. Olivier Le Ménaez également, gérant du bistrot No Stress à Vincerre en Seine-et-Marne. Et puis il y a Christophe qui nous appelle de l'Aveyron, tiens justement. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Comment ça va Christophe? Eh bien ça va, il pleut pas aujourd'hui, on a de la chance, il pleut pas. Voilà, mais vous savez, il faut de l'eau, on ne peut pas boire que du pastis pur, il faut mettre un peu d'eau dans le pastis de temps en temps. Là, il y a beaucoup d'eau, je vous rassure. Ah bon, d'accord. Christophe, vous êtes où dans l'Aveyron, vous? À Villefranche-de-Rouergue, limitrophe avec le Lot et le Tarn-et-Garonne. Très beau coin. Est-ce qu'il y a encore suffisamment de café là-bas, tiens? Oui, mais il y en a de moins en moins, et comme je vous dis, il faudra peut-être se poser la question pourquoi les cafés ferment, déjà.
Alors pourquoi ils ferment à votre avis? Mais parce que moi, quand j'avais 20 ans, il y avait moins de policiers sur le bord des routes qui s'amusaient à nous faire gonfler des ballons. Voilà. Moi, quand j'étais jeune, comme je vous dis, j'ai un copain qui a une discothèque à l'Eliande, pour pas le nommer, Vincent. Voilà, c'est une discothèque que tous les Aveyronnais connaissent. Ouais. Là, maintenant, c'est des festivals de ballons quasiment tous les week-ends. Nous, il n'y a même pas eu des affiches pour le Beaujolais nouveau cette année. J'ai trouvé ça inadmissible. Non, mais quand vous dites il y avait moins de policiers, ils faisaient moins souffler dans le ballon, etc. Déjà, s'il y a des policiers dans l'Aveyron, c'est une bonne nouvelle parce que je pensais que. On en avait à Villefranche il y a 20 ans, on en avait, maintenant on n'en a plus, on les a vendus. Ah bon, non, mais si vous les avez vendus, bon voilà, c'est une façon de parler. Alors. Non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a forcément, effectivement, des radars sur le bord des routes. Ouais. Ça, c'est sûr. Et puis, bon, alors là où j'ai envie de vous contredire un petit peu, c'est qu'on peut toujours se dire, ah bah oui, mais il y avait 20 ans, on n'était pas embêté comme ça avec les gendarmes au bord des routes, ils faisaient pas souffler dans le ballon comme aujourd'hui. Il y avait des platanes, etc. Mais morts par an il y avait aussi des platanes, il y avait des morts. C'était pas extraordinaire non plus. Hein, Ce que je veux vous dire, c'est qu'on avait moins la peur de sortir qu'il y a 20 ans que maintenant. Ouais, mais enfin, on n'est pas obligé de boire de l'alcool non plus à gogo. C'est qu'on n'était pas quand même des alcooliques anonymes à l'époque dans l'Aveyron. On sortait, on faisait vivre les villages. Ouais. Des villages comme Tour de Fort, comme Beauregard, qui était tenu par monsieur Andrieux, qui est son frère, c'est celui qui a fait le journal communiste, je sais plus le nom là. Mais c'était des petits villages, on se retrouvait, on allait boire un petit café, ils nous faisaient manger à 10h le soir. C'était la vie des villages. Maintenant, je veux dire, il n'y a plus rien ici. Est-ce que vous verriez, si je puis dire, ouvrir un petit bistrot? C'est un métier quand même. Ah oui, c'est un métier, mais il n'y a pas de raison, pourquoi pas? Je suis pas assez diplomate, moi je vous le dis de suite. Ah oui, d'accord, mince, bon. Voilà, moi je suis, et pourtant, Aveyronnais... Oui, mais je suis exportier de discothèque, je suis patient de 2 à 3 heures du matin, c'est tout. Ah oui, d'accord. Oui. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça, Christophe, mais vous avez raison, il faut être patient, parce que les clients sont là, des fois ils veulent pas partir. Les clients sont de plus en plus pénibles. Exigeant. Moi, j'ai une société de montage de pneus à Villefranche. Je peux vous dire que les clients, il faudrait presque le faire quand ils veulent. Ouais. C'est servi de suite. Et puis, la façon qu'ils nous parlent. Honnêtement, ça devient assez catastrophique. Bon, merci pour votre témoignage, mon cher Christophe. On vous souhaite le meilleur, évidemment, pour les semaines qui viennent et l'année qui vient. On aura l'occasion de souhaiter la bonne année, le moment venu, évidemment. Anne-Lise est également avec nous. Salut, Anne-Lise. Oui, bonjour. Comment ça va, Anne-Lise? Messieurs, dames. Bonsoir, Anne-Lise. Comment ça va, ma petite Anne-Lise? Très bien. Bon, alors vous, dites-moi, vous êtes dans quel coin? Racontez-nous. Alors, je suis dans les Landes et plus précisément dans un tout petit village d'un peu plus de 200 habitants à Housse-Suzan. D'accord. Et vous-même, vous avez un bar, un café? Alors, j'ai un petit café-restaurant. J'en suis au 2e. Ouais. Donc, toujours en milieu rural, dont un qui a marché du feu de Dieu et avec une population qui, du premier au dernier jour, je l'ai tenu pendant 10 ans. Je l'avais repris, il était en dépôt de bilan. Et pendant 10 ans, j'ai une population qui a vraiment joué le jeu, qui était derrière moi, vraiment du premier au dernier jour. Je l'ai transmis à un autre monsieur qui le fait marcher aussi bien. Et puis après, mon cursus, j'ai atterri donc dans cet autre village où là, c'est moins évident. C'est moins évident, pourquoi? Alors, les nouveaux arrivants sont bien, sont très concernés par la survie de ce dernier commerce. Mmh. On est très utile pour une clientèle d'ouvriers qui sont pareils, qui jouent vraiment bien le jeu, qui sont vraiment pour la survie de ce lieu. Après, au niveau des habitants, alors moi, ce que j'appelle les anciens, c'est beaucoup moins évident. Oui, c'est plus difficile de se faire accepter, quoi, quelque part. C'est ça que vous dites, par les anciens. Alors, j'ai une question, Anne-Lise. J'entends parler d'ouvriers. Ça veut dire qu'il y a une usine vers chez vous? Ils travaillent où, ces ouvriers? Oui, il y a un groupe d'usines. Il y a beaucoup d'artisans. D'accord. De petits artisans. Donc, ça joue pour pouvoir faire quelque chose, quoi. Tout à fait, mais qui en plus sont très très conscients de par leur profession et de la survie de ces commerces, parce que eux ils fonctionnent un petit peu comme nous, quoi. Eux-mêmes ont une entreprise, donc ils savent la difficulté que ça représente, évidemment. Oui. Dites-moi très concrètement, est-ce que vous croyez, vous, que dans beaucoup de communes en France aujourd'hui, on peut remettre ce genre de commerce justement? Oui, ils sont vraiment, moi je m'aperçois vraiment de l'utilité de ces commerces. Il y a vraiment une utilité. Après, je pense qu'au niveau des communes, enfin moi pour mon cas, j'ai eu le problème d'un loyer beaucoup trop élevé. Alors si vous voulez, les discours, ils peuvent pas être où on veut un commerce et on fait des efforts, ou bien c'est plus compliqué, quoi. Est-ce que vous avez
avez l'impression, si je puis dire, que l'État aide assez justement pour que ces commerces, ces cafés, ces bistrots se réinstallent dans les communes? Alors, depuis quelques années, il y a une écoute au niveau notamment de tout ce qui est URSSAF et service des impôts. Notamment, nous, ici, dans les Landes, on a la petite ville de Morsinx qui est à côté, où on a des services qui sont très compétents, qui nous aident beaucoup, qui nous conseillent. On est en zone à revitaliser. Mais par contre, on n'est pas toujours au courant de ce que l'on pourrait avoir au niveau pour s'équiper, mettre en place de nouvelles choses, nous aider à faire des panneaux, nous aider à faire de la publicité, qui sont des budgets quand même importants que nous n'avons pas. Vous n'avez pas un petit syndicat qui peut s'occuper de ça? Comment? Vous n'avez pas un petit syndicat professionnel qui peut s'occuper de ça? Non. Moi, je suis toute seule sur ma commune. Oui, il y a quand même Michel Santos qui est président de l'UMI dans l'Aveyron, et puis il y en a dans tous les départements, Michel. Mais l'UMI, nous, il n'est pas très actif. Je suis désolée de dire ça, mais ils sont pas très à l'écoute de nous. Ah, Michel, réponse? Ça arrive, hein. Oui, ça arrive. Je pense que dans certains départements, ça doit arriver. Aujourd'hui, par exemple, on a demandé au gouvernement de nous remettre les préenseignes qui ont été enlevées il y a quelques années en arrière. Et c'est ça aussi qui a fait disparaître les petits cafés. Quand vous dites les préenseignes, c'est quoi? Au bord des routes, les préenseignes au bord des routes. C'est vrai que c'était important, ça. C'est très important, ça. Qui a été signé, notamment, qui a été écrit chez nous en Aveyron, par rapport à ça, pour qu'on indique les bistrots et les petits restaurants au bord des routes, parce que le problème, c'est qu'on dit aujourd'hui avec les smartphones, on a tout dessus, mais il faut savoir qu'on est quand même dans des zones blanches où on n'a pas, il y a pas Internet. Donc malheureusement, et donc c'est pour ça que nous on a fait une demande qui a été votée pendant l'été là. Donc on attend que ça passe au journal officiel pour qu'on puisse remettre les préenseignes au niveau de nos routes, au bord de nos routes, pour réindiquer les petits restaurants, les petits cafés. Benjamin? Alors, pour aller dans le sens de ce qui est dit là, et puis pour contextualiser un peu, vous savez, pendant très longtemps, parce que là, on est en train de parler de la manière de redynamiser les territoires. C'est ce qu'on appelle l'aménagement du territoire. Et pendant longtemps, dans les années 60, est mis en place ce qu'on appelle la DATAR. Et la DATAR, c'était elle avait en charge les questions d'aménagement du territoire. Et son credo, c'était justement d'essayer de travailler la réduction des inégalités, justement d'essayer de réduire les inégalités par rapport à Paris ou aux grandes métropoles. Sauf qu'au tournant du siècle, au début des années 2000, ça a complètement changé et on a assumé pleinement la priorité donnée aux territoires d'excellence. En plus de ça, les règles européennes dans le droit fil de Maastricht, elles surveillent de très près comment est-ce que l'État français, je dirais, subventionne les collectivités et les territoires. Et donc tout ceci... On peut pas faire ce qu'on veut. Exactement. Et donc la priorité au territoire de l'excellence... L'argent, on en trouve quand on veut. Hein. Mais bien évidemment, alors là je suis totalement d'accord avec vous. Ça, y a aucun souci. L'État n'aide plus financièrement les communes. Mais parce qu'il y a des choix d'aménagement du territoire qui ont complètement changé. Et ça, les hommes politiques, les responsables politiques notamment qui ont été au pouvoir dans les derniers gouvernements, l'assument pas. Allez, dernière question pour Michel Santos de l'UMI, puisqu'il représente les professionnels. Que faut-il attendre de ce groupe SOS, je le disais, qui a lancé ce vaste projet 1000 cafés et qui va faire des annonces début janvier? Déjà, c'est un bon coup de projecteur pour la profession, et peut-être inciter des gens à dire pourquoi pas reprendre un petit bistrot, un petit restaurant dans un village avec un projet, parce que ce qu'il faut, c'est que quand les gens viennent dans nos villages, ils aient un joli projet, un projet qui tienne la route, qui nous on le voit chez nous aujourd'hui, les petits cafés les petits restaurants qui sont dans des toutes petites communes travaillent bien. Certains travaillent très bien. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent que des circuits courts. Ils travaillent avec tous les clubs associatifs des villages et des villages aux alentours. Ils travaillent avec la commune aussi pour mettre en place certaines animations. Donc il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et nous, dans le département, on a des exemples qui marchent très très bien. Ils utilisent certains les réseaux sociaux. Moi j'ai un ami qui a un petit café entre Rodez et Millau qui est connu pour la Suze, parce que c'est l'endroit la Suze. Et quasiment dans le sud de la France, parce qu'il a su faire le buzz avec ça. Et aujourd'hui, on vient de tout le département. Il faut faire du commerce aussi. Il n'y a rien à faire. Il faut que les mairies jouent le jeu. Et là, justement, et ça sera annoncé au mois de janvier, mais il y a pas mal de mairies en France qui ont décidé de se porter acquéreurs, en quelque sorte, pour qu'il y ait un café qui rouvre dans la commune en question à chaque fois. Et ils sont passés par justement le groupe SOS, qui est à la fois associatif, à la fois des professionnels, qui se mettent ensemble.
qui essaie de trouver des moyens financiers, etc., pour mettre quelque chose en place, un nouveau café, un nouveau bistrot, et il y aura des annonces donc début janvier. Merci à Michel Santos, merci à Olivier Leménez qu'on a un peu moins entendu dans la deuxième partie mais qui était toujours là. Je rappelle son bistrot, il faut lui faire de la pub. No Stress à Vincerre en Seine-et-Marne. Si vous êtes dans le coin, arrêtez-vous, allez boire un coup, mangez un morceau. Sur le chemin de Grand Puy. Il sera sur le chemin de Grand Puy, il sera évidemment content, Olivier. Voilà, allez, la fin de notre débat. Peut-on réinstaller des petits cafés dans nos villages de France? Résultat sur les réseaux sociaux, Marine. Eh bien, nos internautes en sont convaincus. 90% de oui, on peut remettre des petits cafés dans nos villages. Et dans un instant, nous allons parler des femmes, oui. Les femmes qui, de plus en plus, aiment se retrouver entre elles. Voilà, entre elles au sport. Entre elles au sport, entre elles en voyage, entre elles en taxi. Elles en ont marre, les mecs. Voilà, et ben on va en discuter. Ça dépend quand. C'est votre avis. On va en débattre dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Peut-être